va d'abord voir les critères de classification des végétaux. Alors, les thalophytes avec les cormophytes appartiennent au groupe ou au règne végétal. Les critères de classification de ces deux groupes est basé sur des caractères cytologiques, des caractères de l'appareil végétatif et des caractères de l'appareil reproducteur. Alors, on commence par les caractères cytologiques. Pour les caractères cytologiques, on doit faire la différence entre le groupe des prokaryotes et le groupe des eucaryotes. Les prokaryotes, protocaryotes ou proto, ça veut dire premier. Caryo, c'est noyau. La région nucléaire chez les prokaryotes n'est pas isolée du cytoplasme par un système de membrane. Les eucaryotes, chez les eucaryotes, par contre, le noyau est entouré d'une enveloppe et renferme plusieurs chromosomes nettement visibles au cours de la mitose et de la méiose. Chez les eucaryotes, par contre, il y a un vrai noyau. Maintenant, on passe au caractère de l'appareil végétatif. Lorsque les végétaux ont une organisation beaucoup plus simple où l'on ne peut distinguer ni racines, ni tiges, ni feuilles, ce sont des thalophytes. L'appareil végétatif est un thale. Lorsque l'appareil végétatif comporte une tige, des racines, des feuilles qui peuvent être réduites ou modifiées, il porte le nom de cormus. De tels végétaux sont des cormophytes. La plupart possèdent en outre un appareil conducteur de sève brute et sève élaborée. Ce sont des trachéophytes. Alors vous avez ici une photo qui montre la différence entre un cormus et un thale. Alors le cormus, vous voyez les racines, la tige, les feuilles. Le thale, par contre, chez les algues, il ne porte ni racines, ni tiges, ni feuilles. C'est une lympholiacée, par exemple. Chez les champignons, le thale est sous forme, par exemple ici, de filaments. Ce que vous voyez comme chapeau ou carpophore, c'est l'organe reproducteur chez les champignons. Maintenant, les caractères de l'appareil reproducteur. Alors pour l'appareil reproducteur, chez les thalophytes, tout le contenu de la cellule mère se transforme en gamètes fertiles. La cellule mère est un gamétocyste. Les spores se forment dans des sporocystes. Chez les cormophytes, par contre, la cellule mère différencie une couche de cellules stériles protectrices qui entourent les gamètes. La cellule mère se transforme en gamétange ou en sporange. Cette figure montre la comparaison des organes reproducteurs des thalophytes et des cormophytes. Alors, chez les thalophytes, la cellule mère ou le contenu de la cellule mère se transforme en gamètes mâles ou gamètes femelles. Les gamètes mâles se trouvent dans le gamétocyste mâle, les gamètes femelles se trouvent dans le gamétocyste femelle. Pour donc les spores, ils se trouvent dans le sporocyste. Pour les cormophytes, le contenu de la cellule mère d'abord forme une couche protectrice et le reste du contenu se transforme soit en gamètes mâles, soit en gamètes femelles. Les gamètes mâles se trouvent dans des gamétanges mâles ou entéridies. Les gamètes femelles se trouvent dans des gamétanges femelles ou archégones. Pour le sporange, donc, il contient les spores. Alors, on commence tout d'abord par les algues. On va étudier premièrement les particularités de la cellule algale. Après, on va étudier la structure du thale chez les algues. Troisièmement, on va étudier la reproduction chez les algues. Et à la fin, on va voir les grands groupes d'algues. Alors,
pour le cours des algues, on va s'y limiter uniquement au groupe d'algues eucaryotes. Ce sont des thalophytes chlorophylliens, ce qu'on appelle les phycophytes. Les algues eucaryotes élaborent en présence de lumière, grâce aux pigments assimilateurs contenus dans les plasmes, leurs propres molécules organiques, c'est-à-dire les sucres, à partir des éléments minéraux du milieu, eau, gaz carbonique. Ils sont donc autotrophes. Alors cette photo montre la variabilité morphologique des algues. Vous avez donc les trois principales espèces d'algues, les algues brunes, les algues rouges et les algues vertes. Maintenant, on va étudier les particularités de la cellule algale et on prend comme exemple Chlamydomonas. Chlamydomonas, vous avez la photo ici. Donc, Chlamydomonas, c'est une algue unicellulaire verte. Elle est représentée par, donc, d'abord par une paroi de nature, constituée par une paroi de nature glucidique. Vous avez le noyau avec le nucléole. Vous avez les chloroplastes, ou un chloroplaste pariétal sous forme d'une cloche avec un pyrénoïde au milieu, entouré de grains d'amidon. Vous avez le stigma, qui est une masse lenticulaire réfringente photosensible avec des granules de carotène. Vous avez l'appareil de Golgi, vous avez l'appareil cinétique, c'est-à-dire les flagelles, qui sont insérés à la base par des blépharoplastes. Vous avez des mitochondries et le vacuole, donc vacuole avec vacuole pulsative, et vous avez des vacuoles ordinaires. Alors maintenant, on va étudier en détail la paroi cellulaire. Alors, la composition générale de la paroi cellulaire. Cette paroi cellulaire est de nature glucidique. Elle est absente chez les formes amoeboïdes et létales plasmodium. Chez les algues pluricellulaires, la paroi glucidique est formée par plusieurs couches. La première couche, c'est la locula. Donc, chaque cellule a sa paroi, c'est la locula. Elle est souvent formée de composés pectiques et de cellulose. Vous avez, deuxième constituant de la paroi, c'est le ciment. Alors, entre les cellules, vous avez le ciment. Les cellules sont unies entre elles par un ciment dont la composition chimique varie selon les groupes d'algues. Chez les algues rouges, ce qu'on appelle les rhodophycophytes, le ciment est constitué de gélose ou agar-agar, substance utilisée pour solidifier les milieux de culture stériles dans l'industrie alimentaire. Chez les algues brunes ou ce qu'on appelle phéophycophytes, le ciment est formé d'alignates. Chez les algues vertes, chlorophycophytes, le ciment est constitué de mannane et de xylène. Alors vous avez le schéma qui montre une cellule. Cette cellule est entourée par la locula. Donc chaque cellule a sa propre locula. Le ciment, donc, il est entre les cellules. Alors l'ensemble des cellules est recouvert par une cuticule mince et perméable, c'est la vagina. Elle est dans certains groupes ou espèces imprégnée de substances minérales, silice chez les diatomées, carbonate de calcium chez l'acétabulaire. Alors toujours la cellule 1, vous voyez, donc vous avez la locula et la vagina, donc cette paroi externe. Alors, chez les algues vertes et les algues brunes, les communications entre les cellules voisines sont assurées par des plasmodèses, traversant les parois, contrôlant le passage des molécules comme chez les végétaux supérieurs. Chez certains algues rouges, cette communication est obturée par un bouchon de nature lipoprotéique. Cette communication est appelée synapse. Vous avez ici, donc, cellule 1, cellule 2, le ciment, et au niveau du ciment, vous avez donc des communications
intercellulaires, ce qu'on appelle les plasmodèses. Parfois, donc, chez les algues rouges, ce plasmodèse est bouché par ce qu'on appelle un synapse. Le bouchon est appelé aussi bouchon synaptique. Alors, pour le noyau, les algues présentent des cellules uninucléées, plurinucléées dans quelques espèces. Le nombre de chromosomes est variable. N est égal à 4 chez Porphyra, N est égal à 32 chez Fucus. Le nombre peut atteindre jusqu'à 200 chez les zygophycées. Le centrosome est toujours présent dans les cellules mobiles par des flagelles. Il est souvent absent dans les cellules immobiles. L'appareil cinétique, ce qu'on appelle les flagelles, sont donc des organes de mouvement. Ils varient dans leur structure fine, leur nombre et leur disposition sur les cellules. Cette variation caractérise les différents groupes d'algues. Donc c'est une base de classification. Alors pour l'ultrastructure des flagelles, nous avons 4 types. Nous avons des flagelles lisses ou des flagelles ce qu'on appelle enfouées. Nous avons des flagelles pectinés lorsqu'il y a des ramifications d'un seul côté, des flagelles peinées lorsque la ramification des deux côtés du flagelle. Alors, le nombre des flagelles varie suivant les groupes. Le nombre de flagelles en général de 1 ou 2 parfois 4. Vous avez des cellules isocontées, les flagelles ont la même longueur et la même structure. Des cellules hétérocontées, les flagelles ont une longueur inégale et une structure différente. Des cellules stéphanocontées, les flagelles sont nombreux, formant une couronne sur la surface de la cellule. Alors, vous avez ici donc le schéma qui montre un type isoconté avec 2 flagelles de même forme, de même taille, et vous avez les différents types hétérocontés avec des flagelles de taille différente et de structure différente, et vous avez ce qu'on appelle stéphanocontés ou couronnés. Les flagelles forment une couronne sur la cellule. Pour la disposition, nous avons donc 3 types de disposition. La disposition des flagelles. Nous avons ce qu'on appelle la disposition acrocontée. Les flagelles sont orientés vers le sens du déplacement. Disposition basicontée. Les flagelles sont orientés dans le sens contraire du déplacement. La disposition amphicontée. Les flagelles sont placés latéralement. Alors, vous avez le schéma qui montre ces différentes dispositions. La disposition basicontée, donc vous voyez, donc le flagelle est inséré sur la cellule dans le sens du déplacement. Disposition acrocontée, donc le flagelle est orienté dans le sens contraire du déplacement, et vous avez la disposition donc amphicontée, vous avez l'insertion latérale. Alors maintenant, on va voir les structures dans les grands groupes d'algues. Alors chez les chlorophycophytes, vous trouvez ce type de cellules mobiles, donc isocontées ou bien couronnées. Chez les chrysophycophytes et donc les phéophycophytes, l'ensemble ça s'appelle chromophytes, nous avons le type hétéroconté. Chez les algues rouges, ce qu'on appelle les rhodophycophytes, les cellules sont immobiles. Que ce soit les gamètes ou les spores ou bien une algue unicellulaire, ils sont immobiles. Maintenant, on va étudier l'appareil plastidial. Puisque donc, les algues sont autotrophes, ils contiennent des plastes. Chez les végétaux supérieurs chromomphytes, les plastes ont une structure homogène. Par contre, chez les algues, ils présentent de grandes variations aussi bien dans leur structure que dans la nature des pigments présents dans les plastes. Alors, on commence tout d'abord par la morphologie et l'évolution
de l'appareil plastidial. Les plastes contiennent des pigments photosynthétisants qui élaborent un ou plusieurs pyrénoïdes. Les pyrénoïdes sont des organites de nature protéique particuliers aux algues. On ne les trouve pas chez les cormophytes. Ils peuvent être un centre de synthèse d'amidon. Les pyrénoïdes renferment des enzymes photosynthétiques qui, chez les cormophytes, sont dispersées dans le stroma du plaste. Le pyrénoïde est entouré d'amidon chez les algues vertes. Alors le nombre maintenant des plastes par cellule. Le nombre de plastes varie selon les groupes. Chez les groupes considérés les plus primitifs, donc les groupes d'algues les plus primitifs, on trouve un seul plaste ou deux, de grande taille, de position et de forme variées, contenant un gros pyrénoïde central. C'est ce qu'on appelle le type archéoplastidier. Dans les groupes les plus évolués, les plastes sont nombreux, de petite taille et de forme lenticulaire. C'est le type néoplastidier. Néo, ça veut dire évolué. Chez ce type de plaste, le grain d'amidon peut être synthétisé par les pyrénoïdes, c'est le cas d'une algue qui s'appelle Bryopsis, ou dans les chloroplastes qui ne possèdent pas de pyrénoïdes, comme Codium, ou bien dans les plastes spécialisés appelés amyloplastes. Entre ces deux types extrêmes, il existe le type intermédiaire, mésoplastidier. Dans ce cas, les plastes sont de petite taille, pourvues d'un pyrénoïde, de forme étoilée et reliées entre eux par de fins tractus. Alors, pour la répartition, on prend l'exemple des chlorophytes. Le premier schéma montre la structure fine des pyrénoïdes. On peut trouver donc des pyrénoïdes de forme étoilée entourés de grains d'amidon, des pyrénoïdes de forme donc allongée, toujours entourés de grains d'amidon, ou des pyrénoïdes sous forme de lentilles entourées de grains d'amidon. Pour donc le nombre et la répartition, vous avez donc du type archéoplastidier au type néoplastidier, le nombre de plastes augmente. Alors on commence par l'exemple d'une algue de type archéoplastidier, Prassiola. Regardez, la cellule montre un seul plaste de grande taille, de forme étoilée, qui contient un pyrénoïde entouré de grains d'amidon. Puis, chez une autre algue, ces plastes, vous avez plusieurs plastes. On a l'impression qu'il y a une multiplication du nombre de pyrénoïdes, entourés donc se trouvent dans des plastes, mais ces plastes sont attachées entre elles par des tractus. Alors ce type de chloroplaste, on l'appelle mésoplastidier. Donc, dans le cas de néoplastidier, vous avez trois cas. Alors tout d'abord, vous avez les plastes. Chaque plaste contient un pyrénoïde et donc des grains d'amidon. C'est le cas de Bryopsis. Dans le deuxième cas, vous avez des chloroplastes qui ne portent pas de pyrénoïdes, comme chez Codium. Chez Caulerpa, vous avez une spécialisation des plastes. Vous avez des chloroplastes qui ne contiennent pas de pyrénoïdes, vous avez des amyloplastes qui synthèsent le grain d'amidon, comme chez les végétaux supérieurs. Et l'évolution va vers donc Prassiola, Cladophora, puis Bryopsis, puis Codium, Caulerpa. Alors maintenant, on va étudier l'ultrastructure de l'appareil plastidial. Alors les plastes des algues ont une double membrane et un stroma lamellaire comme ceux des plantes supérieures. Les thylakoïdes sont de nature lipoprotéique et ont une disposition caractéristique de chaque groupe d'algues. Chez les chlorophycophytes, la disposition est plus irrégulière. Les thylakoïdes sont parfois isolés
parfois regroupés. Chez les rhodophycophytes, les thylakoïdes sont isolés les uns des autres et répandus uniformément. Chez les cormophytes, on peut observer des faisceaux de 3 ou 4 thylakoïdes. Alors pour les pigments, nous avons donc la chlorophylle ou les chlorophylles sont composés organomagnésiens tétrapyroliques. Comme pour les plantes supérieures, la chlorophylle A est présente dans toutes les algues. Elle est associée à d'autres chlorophylles B, C et D, dont la nature varie selon les groupes d'algues. La chlorophylle A est nécessaire pour initier la première étape de la photosynthèse chez tous les végétaux, c'est-à-dire la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Les caroténoïdes, nous avons les carotènes. Nous avons les carotènes alpha qui se trouvent chez les rhodophycophytes et les chlorophycophytes et les plantes supérieures. Les carotènes bêta se trouvent chez toutes les algues et chez les végétaux supérieurs. Les xanthophiles, qui sont des dérivés de carotène, les xanthophiles possèdent des fonctions alcool ou cétone. La lutéine des plantes supérieures est abondante chez les chlorophycophytes. La phycoxanthine donne la couleur brune aux phéoplastes, chez les phéophycophytes, chez les algues brunes. Les phycobilines, ce sont les phycoérythrines et les phycocyanines, et ils caractérisent les rhodophycophytes, c'est-à-dire les algues rouges, et donnent la couleur rose aux rhodoplastes. Alors les mitochondries, elles sont toujours présentes, filamenteuses ou granuleuses. L'appareil de Golgi, les dixosomes sont en général groupés autour du noyau. Le réticulum endoplasmique et les ribosomes existent toujours. Le stigma, qui est une transformation d'une partie du plast chez les cellules mobiles, comme les gamètes, les zoospores et les algues unicellulaires, il forme une lentille photosensible accumulant des gouttelettes lipidiques et des carotènes. Les vacuoles, nous avons donc des vacuoles ordinaires, ils contiennent des substances variées comme chez les végétaux supérieurs, en général de grande taille. Nous avons les vacuoles pulsatiles. Elles existent chez les algues unicellulaires flagellées. Elles ont un rôle d'excrétion d'eau et des déchets et un rôle dans la régulation osmotique. Puis vous avez les vacuoles digestives. Ils existent chez les algues unicellulaires prédatrices. Elles résultent du phénomène de phagocytose. D'autres inclusions cytoplasmiques, nous avons des gouttelettes lipidiques, ce sont des glycérides, elles sont fréquentes chez beaucoup d'algues, ce sont les produits principaux de la photosynthèse chez les algues qui ne synthétisent pas l'amide. Chez les chlorophycophytes, les algues vertes, les gouttelettes lipidiques sont abondantes dans les cellules de résistance comme les kystes, les zygotes enkystés. Vous avez d'autres inclusions cytoplasmiques comme des grains d'amidon extraplastidiales, ça veut dire à l'extérieur des plastes. À la différence des chlorophycophytes qui ont un grain d'amidon intraplastidial, donc se développe à l'intérieur du plaste, les rhodophycophytes, les chromophytes, y compris les phéophycophytes, synthétisent un grain d'amidon extraplastidial. Il est différent de celui des chlorophycophytes par la composition et les propriétés chimiques.